Jusqu'à maintenant, on a vu les variables et les opérations. Alors ça nous permet de faire des calculs, mais ça ne permet pas encore de rentrer dans une véritable écriture d'algorithme. Pour pouvoir écrire des algorithmes, on va avoir besoin du principe des blocs d'instructions, ce qui va nous permettre de cartographier le code et d'établir des sauts ou des répétitions qui permettront alors soit de passer d'un bloc à l'autre, soit de répéter un bloc, voire même d'appeler un bloc avec les fonctions. Ça, c'est ce qu'on appelle les structures de contrôle, et c'est ce qu'on verra au fur et à mesure juste après. Donc là, il s'agit de les introduire, en fait, d'introduire les éléments dont on aura besoin pour manipuler les structures de contrôle ensuite. Alors, pour les blocs d'instruction, j'ai 6 remarques à faire, assez rapides en fait. Un bloc d'instruction, c'est pour la machine une seule instruction en fait. C'est une instruction, ça je peux le mettre en grand, c'est une instruction composée. C'est-à-dire que c'est bien pour la machine une seule instruction, mais elle est composée d'une ou de plusieurs instructions qui se suivent. Par exemple, ici on est dans un bloc d'instructions, on a 3 instructions, et cet ensemble-là, pour la machine, constitue une seule instruction, parce que ces 3 instructions sont réunies dans un bloc. Alors, un bloc d'instruction, ça commence avec une accolade ouvrante, ça se termine avec une accolade fermante, et c'est vrai aussi dans tous les langages dérivés du C, enfin pour la plupart, c'est pas vrai en Python par exemple, mais bon, voilà. Un bloc peut contenir d'autres blocs. Alors justement, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. On va utiliser cette possibilité-là. Donc là, j'ouvre artificiellement un bloc, là, comme ça. Dans un fichier source, chose importante, on ne peut pas avoir d'instructions en dehors d'un bloc, sauf les directives macroprocesseurs, par exemple le #include ici. Il y a d'autres types de directives. Ou alors des déclarations de variables ou des déclarations de fonctions qu'on met en général au-dessus du main ou éventuellement dans une librairie. La notion de bloc va être importante aussi pour la visibilité et la durée de vie des variables. Ça, on va pouvoir le tester tout de suite. C'est un bloc d'instruction va déterminer l'utilisation finalement dans le programme d'une variable, la possibilité d'utilisation d'une variable dans un programme. Voilà, et puis je l'ai dit tout à l'heure, les blocs vont permettre de rompre la linéarité du code. Alors ça c'est très important, c'est-à-dire que le code est très linéaire en fait à l'origine. Il est aussi linéaire que du français. Mais c'est grâce à ces instructions spécifiques qu'on va voir ensuite qu'on peut rompre la linéarité du code. Donc le bloc, qui est vraiment l'outil de base qui va permettre d'utiliser toutes ces instructions ensuite, va permettre de rompre la linéarité du code ensuite. Alors pour la durée de vie des variables, on va faire avec un exemple concret. Donc je vais prendre x, une variable x que je vais mettre à 0 comme ça, égale 0. Voilà, ensuite ici, j'ouvre un bloc, donc je vais prendre une variable c. Voilà, je vais mettre c égale rand, comme ça. Voilà. Donc, tiens, je vais accéder à x. Donc, x plus égale 10. Je vais rajouter 10 à x. Et ça marche très bien. C'est-à-dire que x est visible dans ce sous-bloc-là. Et même si j'allais... alors, si je mets encore un sous-bloc, je peux très bien mettre ici, je sais pas moi, c égale 50, et je peux mettre x plus égale 20, par exemple. Voilà. Donc, ça marche toujours. En revanche, si ici je fais x égale, je sais pas, rand modulo 50, il n'y a pas de problème évidemment, puisque je suis dans le bloc où j'ai déclaré x. Mais si je veux accéder à c et que je fais c égale, je sais pas, 10 par exemple, là c'est souligné en rouge, c'est-à-dire le débugage à la volée souligné en rouge, et me dit que c est non défini. C'est-à-dire qu'effectivement, une variable n'existe que dans le bloc où elle est déclarée, ainsi que dans tous les sous-blocs.
Donc là, vous voyez, C existe dans ce bloc-là, mais aussi dans ce bloc-là. Hein. Voilà, ça c'est la règle en fait. Donc, elle s'applique à X. Hein, donc, X, il existe dans ce bloc, mais aussi dans ce bloc, mais aussi dans ce bloc. Hein. En revanche, ici, C n'est pas visible. Donc ça, on peut le mettre en commentaire. Là, j'ai une erreur. Et si je recrée un bloc comme ça, et que dedans, j'essaie de faire C égale, je sais pas, 50, comme ça, là aussi, j'aurai un problème. Là non plus, C n'est pas visible. Hein. Donc, en fait, C n'est visible que dans ce bloc et dans tous les sous-blocs. Bon, ça, c'est la règle, en fait. Hein. Donc voilà, donc ici, là, j'ai une erreur. Donc voilà pour la durée de vie et la visibilité des variables. C'est-à-dire que la durée de vie, c'est-à-dire que C n'existe plus à la sortie du bloc. Hein, après la sortie du bloc. Alors on peut le mettre en commentaire. Ça fera comme ça un résumé de cours. Je vais le mettre juste au-dessus, ici. Voilà. Une autre chose aussi que je vais mettre en commentaire, parce que je trouve que c'est important, c'est sur la linéarité du code. Parce que ça va pas de soi, j'ai eu des étudiants qui avaient, pour lesquels c'était pas du tout naturel, donc ça veut dire qu'il y a d'autres personnes pour lesquelles ça ne le sera pas. Donc je vais le rajouter ici. Donc le code est très linéaire. Hein. Donc d'abord, là par exemple, il va faire ici, hein, il fait les deux dièse include, ensuite il entre là dans la fonction main, qui est une fonction spéciale, ensuite il s'occupe de ça, ensuite il fait ça, ensuite il fait ça, ensuite il fait ça, ensuite il fait ça, ça, il fait ça, et il fait ça ici, et puis return 0, c'est terminé. Donc le code, nativement, est très très linéaire. Mais voilà, donc avec les structures de contrôle, qu'on va voir prochainement, on pourra rompre cette linéarité. Donc c'est pour ça que les blocs sont importants. Alors, le principe de ces ruptures de linéarité, on va l'obtenir par exemple avec des sauts et des boucles qui vont fonctionner grâce à des conditions. Voilà, le principe c'est très simple, c'est ça. Si, par exemple, pour le si, c'est-à-dire la rupture, c'est pour faire un saut qui s'appelle if avec le si. Donc si la condition est vraie, donc là j'établis une condition que je mets entre parenthèses, alors, dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, on fait les instructions du bloc. Si la condition est fausse, eh ben, on ne fait pas les instructions du bloc et on passe directement à la suite du programme qui serait ici, par exemple. Ça, c'est le principe de base hein, qu'on va pouvoir tester tout à l'heure, voilà, qui est quand même assez simple. Par contre, ça pose une question. C'est quoi une condition vraie? Comment je vais faire pour établir des conditions? Alors en général, les conditions, on va les établir en comparant des valeurs. Et on va pouvoir comparer des valeurs grâce à des opérateurs spécifiques qui sont les opérateurs de comparaison. Hein. Alors, je prends par exemple deux variables, donc A et B, et les comparaisons, c'est des comparaisons très simples qu'on voit à l'école élémentaire. Hein. Donc, ça va être strictement supérieur, supérieur ou égal. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'espace entre les deux. Hein. C'est un chevron plus un égal accolé. Inférieur, donc c'est le chevron dans l'autre sens. Inférieur ou égal. L'égalité. Donc c'est deux signes égaux, l'un à côté de l'autre, hein, et différent d'eux, pour voir si deux valeurs sont différentes, deux variables contiennent des valeurs différentes, c'est différent d'eux comme ça, donc point d'exclamation égal. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que pour la machine, tout est nombre. Donc pour elle, une valeur de vérité, parce que ça c'est vrai ou c'est faux, elle va l'interpréter par des nombres. Donc, si c'est vrai, ça vaut 1, et si c'est faux, ça vaut 0, tout simplement. Hein, comme on a vu ça déjà
Donc tout ce qui est faux, c'est 0. Et tout ce qui est vrai, c'est différent de 0. Donc en principe, c'est 1. Hein, pour les booléens. C'est un booléen. Mais on le sait, il accepte 5, c'est faux. Voilà. 10 000, c'est faux. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pas 0. Voilà. C'est pas vrai, par exemple, en C#. Où C#, c'est 0, 1, false ou true, et c'est tout. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, on peut l'imprimer. On peut l'imprimer pour le vérifier. Moi, j'aime bien toujours essayer un petit peu d'entrer dans l'intimité de la machine. Alors, A égale 10, B égale 5. Alors, ici, donc, ça veut dire A supérieur à B, strictement supérieur à B, c'est vrai. Donc là, ça vaut 1. A supérieur ou égal, c'est vrai. Donc ça vaut encore 1. Inférieur, c'est faux. Donc ça vaut 0. Inférieur ou égal, c'est faux. Ça vaut 0. Égal, c'est faux. Donc ça vaut 0. Et différent, oui, A est bien différent de B. Donc ça vaut 1. Alors, on peut s'amuser à le voir. Voilà, donc on a les résultats, voilà. Alors il reste un autre opérateur qui va être très utilisé quand on établit des conditions, c'est l'opérateur unaire non. Alors je vais vous le montrer. Alors son fonctionnement est le suivant. Alors unaire, ça veut dire qu'il utilise qu'une seule variable, quoi. Il est accolé à la gauche d'une variable ou de quelque chose, hein, d'une valeur numérique en tout cas. Et voilà comment il va fonctionner. Donc si A est faux, c'est-à-dire si A vaut 0, dans ce cas-là, l'expression non A est vraie. C'est-à-dire l'expression non A vaut 1. Si en revanche A est vrai, par exemple A est différent de 0, donc A vaut 5, dans ce cas-là, non A est faux. C'est-à-dire que l'expression non A vaut 0. Par exemple ici, donc A égale 5. Donc A est vrai, puisque A est différent de 0. Donc non A est faux. Ici, on obtient 0. Si je mets A à 0, donc A est faux, hein, puisque A vaut 0. Donc non A, lui, est vrai. Et ça, on va l'utiliser par exemple dans des boucles, dans des boucles de jeu. Alors on écrira une boucle qui tourne en permanence. Ce sera la boucle du jeu. Et on fera, tant que c'est pas fini, tu continues, ça tourne, quoi. Et on écrira ça avec un while non fin, avec une variable fin, et on mettra fin à 0 au départ, et tant que donc fin sera égal à 0, ça tournera, parce que le non fin vaudra 1, sera vrai. Et à un moment dans le programme, quand ça se termine, parce que je sais pas, moi le héros meurt ou quelque chose, à ce moment-là on met fin à 1, et dans ce cas-là, non fin donne faux, donne 0, et la boucle s'arrête. Donc là, c'est typique, un truc qu'on utilise tous les jours quand on fait des jeux vidéo. Alors juste avant de passer à la suite, je vous propose de tester vous-même, et avec ça, je vais vous montrer. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'imprime le programme suivant. Le mieux, c'est de donner de tête, hein, de regarder ce que ça fait, et de donner déjà les résultats de tête, puis ensuite de vérifier sur la machine pour voir si on ne s'est pas trompé. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cet exercice, c'est vraiment ça. Hein, ça et ça. Voilà. Alors ça, c'est assez... Il y a beaucoup de... Enfin, à chaque fois, quand on commence, on peut faire des erreurs là-dessus. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que fait la machine quand elle se trouve devant quelque chose comme ça? Alors ça ramène en fait à la priorité des opérateurs et à l'associativité aussi des opérateurs. Alors ça, je vous laisse le découvrir, essayez de le comprendre par vous-même, et puis sinon, vous avez les corrigés qui sont fournis, et puis des explications aussi dans le cours, la version texte du cours.